bienvenue sur ma chaîne. Prends un truc à grignoter, installe-toi, et souviens-toi, dans ces histoires, chacun avait le choix de bien faire. Ils ont juste choisi le contraire. Laisse un commentaire, abonne-toi, tu vas adorer. Laisse-moi te ramener au tout début. Je m'appelle Colette Sinclair. J'ai 34 ans, et depuis 7 ans, je n'avais vu absolument aucun membre de ma famille. Puis, un mardi après-midi, ma grand-mère m'a appelé. Elle m'a dit que son médecin parlait désormais de quelques mois, pas d'années, et elle m'a demandé de rentrer une dernière fois à la maison. 3 heures après être entrée dans sa chambre d'hôpital, ma sœur a débarqué comme une tornade. Elle annonçait qu'elle emmenait toute la famille dîner ce soir-là pour fêter sa promotion, et que j'étais censé sourire du début à la fin. Mes parents la suivaient de près. Mes oncles et tantes étaient déjà sur la liste. Ma grand-mère a serré ma main et m'a murmuré. Juste un dîner, ma chérie, pour moi. Personne à cette table ne savait que je transportais, dans mon sac d'ordinateur, une lettre pliée depuis 9 heures ce matin-là. Ni ma sœur. Ni mes parents. Et au moment du dessert, tous les sourires autour de cette table allaient s'effondrer. Mais avant de vous plonger dans cette salle à manger, laisse-moi revenir au moment où tout a commencé. Le téléphone a sonné à 16h17, ce mardi-là. Je me souviens de l'heure avec précision, parce que j'étais en train d'étudier un plan de site pour le projet de la bibliothèque d'Eveston, un crayon rouge entre les dents. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Indicatif de l'Ohio, 419. J'ai failli laisser sonner. Puis j'ai vu le nom du contact. Grand-mère Margie. Je décroche à la 4e sonnerie. Colette ? Sa voix était plus fragile que dans mes souvenirs, comme si elle s'effritait sur les bords. Grand-mère, je suis là. Elle inspira doucement. Le docteur Patel m'a parlé ce matin, ma chérie, il a dit, quelques mois, pas plus. Je pose lentement mon crayon. Je ne pleure pas. Je ne dis rien pendant un long moment. À travers les immenses vitres de mon bureau à Chicago, le soleil descendait sur le lac, et je regardais un voilier glisser lentement sur l'eau. Quel hôpital ? Finis-je par demander. Saint-Agnès. Celui où ton père est né. Je ferme les yeux une seconde. Je partirai vendredi matin. Elle hésite. Colette, personne n'a besoin de savoir. Si tu ne veux pas les voir, je ne dirai rien. Je serre la mâchoire. Dis à qui tu veux, grand-mère. Mais moi, je viens pour toi. Elle se met à pleurer. Je laisse faire. Je reste au téléphone. Après 7 ans de lettres que j'écrivais sans même reconnaître ma propre écriture, c'est la première fois que j'entends sa voix en temps réel depuis le jour où j'ai quitté l'Ohio. Ton père va appeler, dit-elle. Il appelle toujours quand je suis malade. Et qui l'appelle ? Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, grand-mère. Je raccroche. Je ferme mon ordinateur. Je traverse le couloir sans hésiter jusqu'au bureau de David, 2 portes plus loin. Il lève les yeux de ses dossiers. Je serai absente vendredi à dimanche. Affaire familiale. Il m'observe une seconde. 6 ans qu'il travaille avec moi. Il ne pose aucune question. Prends une semaine, dit-il simplement. La fusion sera annoncée vendredi de toute façon. Conduis prudemment. Je hoche la tête. Vendredi matin. Je charge un seul sac dans le coffre de ma Volvo, et je prends la route vers l'est, sur l'île 80. Chicago disparaît en 40 minutes. L'Indiana traverse mon silence. Je n'allume pas la radio. Un message de David arrive près de Gary. Ça va ? Je réponds. Oui. Je conduis. 5 heures de champ plat, de ciel gris et de silence. Je n'ai fait ce trajet qu'une seule fois en 7 ans. Dans l'autre sens. La dernière fois que j'ai cessé d'expliquer qui j'étais. La dernière fois que j'ai pris cette route, j'avais 27 ans. Une robe noire. Et je n'avais rien mangé depuis 31 heures. Aujourd'hui, j'en ai 34. J'ai mangé une barre protéinée dans un parking. Je respecte les limitations de vitesse. Parce que cette fois, je n'ai rien à fuir. Je franchis la frontière de l'Ohio au kilomètre 267. Les panneaux commencent à afficher des villes que j'ai appris à éviter. Toledo. Bowling Green. Puis ma sortie. Je m'arrête dans un cirque K. Café tiède.
Odeur de plastique et de pluie. Dans un panneau d'affichage près des toilettes, entre un avis de chat perdu et une annonce de repas paroissial, un poster attire mon regard. Logo de Harlow & Drive Architect. Sponsor officiel du gala de printemps. Le cabinet de ma sœur. Je reste immobile 2 secondes. Puis je paie mon café. Madame, vous avez oublié votre ticket. Crie la caissière. Gardez-le. Je retourne à la voiture. Je bois la moitié du café. Je redémarre. La ville n'a pas changé. Moi si. Je reprends la route vers Saint-Agnès Hospital. 22 miles. Mon téléphone sonne une fois. Maman. Je ne réponds pas. Pas encore. Et puis, laisse-moi te dire quelque chose. La nuit où j'ai cessé d'être une Sinclair, celle qui comptait vraiment, remonte à 7 ans. Mais ça, je te le raconterai dans la prochaine partie. La dernière fois que j'ai vraiment quitté ma famille, c'était une soirée de juillet, il y a 7 ans. Une salle de réception dans un country club chic. L'anniversaire de mariage de mes parents, 30 ans. 40 invités. Des visages familiers que je n'avais pas vus depuis Noël. Le pasteur Tim. Tante Patricia. Les rires polis. Les verres qui s'entrechoquent. Ma mère portait une robe lavande. Mon père était déjà à son 3e bourbon. Et moi, j'avais 27 ans. Une simple robe noire, la plus correcte que je possédais. J'arrivais directement de mon stage en architecture à Columbus. Dans mon sac, plié en 3, se trouvait ma lettre d'acceptation pour le programme de master en architecture de l'Institut de technologie de l'Illinois. Début dans 6 semaines. Un avenir entier, replié contre moi. Mes parents m'avaient promis ce fonds d'études depuis mes 14 ans. 42 000 $. De quoi couvrir les 2 premières années. Je comptais leur annoncer ce soir-là, après le dessert. Mais ils m'ont devancé. Mon père s'est levé pendant les toasts, son verre à la main. Il a parlé d'amour, de sacrifice, de famille. Puis il a souri. Ta mère et moi avons pris une décision. Le silence est tombé. Moi, je souriais encore. Je ne savais rien. Brianna a besoin d'un nouveau départ. Nous avons décidé de lui donner le fonds d'études comme apport pour son logement. La phrase est tombée dans la salle comme un objet qu'on lâche. Mon monde, lui, ne s'est pas effondré tout de suite. Il s'est simplement arrêté. Mon père a continué. Colette a toujours su se débrouiller seule. Elle comprendra. Ma mère a levé son verre. Et elle m'a souri. Comme si je devais applaudir. Ma sœur a commencé à applaudir. Alors je me suis levé. J'ai posé ma serviette. Et je suis sorti de la salle. Ce soir-là, j'ai conduit plus de 400 miles sans m'arrêter. Et je n'ai plus jamais reparlé à mes parents, jusqu'à aujourd'hui. Saint-Agnès sent exactement comme dans mes souvenirs. Produit nettoyant au citron. Fleurs fanées. Couloir trop blanc. L'ascenseur du 3e étage fait toujours ce double digne. Chambre 314. Je frappe une fois. Puis j'entre. Elle est plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux argentés reposent sur l'oreiller. Une perfusion est fixée sur sa main gauche. Et dès qu'elle me voit, son visage s'ouvre entièrement. Ah la voilà, ma fille. Je traverse la pièce en 3 pas. Je m'assois au bord du lit. Je prends sa main. Sa peau est fine comme du papier. Salut, grand-mère. 7 ans. Tu es belle, ma chérie. Je souris. Raconte-moi tout. Et je commence. Je parle de Chicago. De mon appartement à Wabash avec sa grande fenêtre. De David. Du projet de la bibliothèque d'Eveston. Je ne me vante pas. Avec elle, je ne me vante jamais. Elle écoute. Elle pose des questions précises, comme toujours. Les plafonds de la salle de lecture. 17 pieds. Poutre en chêne. Lumière nord-sud. Elle sourit doucement. Je te google chaque semaine, tu sais. Je ris. Tu fais quoi? Je te suis depuis 2019. Je disais toujours aux autres que tu allais bien. Ils ne voulaient pas me croire. Elle serre ma main. La fierté rend les gens sourds. Je sens mes yeux brûler. Tu m'as manqué, grand-mère.
Toi aussi. La porte s'ouvre derrière moi. Ma mère. Mon père. Ma sœur. Alignés dans l'encadrement comme une vieille habitude. Mon estomac se serre immédiatement. Personne ne parle pendant 4 secondes. Puis ma mère avance. Oh mon Dieu! Elle me serre dans ses bras. Je ne rends pas l'étreinte. Parfum de lavande. Airspray. 7 ans de silence. Tu es si maigre, tu manges correctement? Je ne réponds pas. Je me dégage doucement. Bonjour, maman. Mon père reste dans l'encadrement. Et Colette. Un simple mot. Ma sœur entre ensuite. Comme si elle entrait sur une scène. Robe rouge. Talons. Champagne à la main. Grand-mère, on va te laisser te reposer. Puis elle se tourne vers moi. Enfin tu es là. Bienvenue à la maison. Je hoche la tête. Je suis venu voir grand-mère. Bien sûr, mais ce soir, dîner de famille. Ma mère ajoute rapidement. On a tout organisé pour fêter Brianna. Je reste figé. Quel dîner? Ma mère serre ma main. S'il te plaît, c'est important. Ma sœur sourit. Tout le monde t'attend. Je regarde grand-mère. Elle me fixe. Elle sait. Et elle murmure. Une soirée, pour moi. Je dis oui. La maison n'a pas changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout a disparu. Ma chambre est devenue un studio de yoga. Mon bureau a disparu. Mes livres aussi. Ma mère parle en marchant. On a tout réaménagé il y a 5 ans. Comme si j'étais un meuble. Dans la chambre d'amis, j'ouvre mon sac. Blazer noir. Chemise blanche. Pantalon simple. Je m'habille lentement. Je relève mes cheveux. Je mets les boucles d'oreilles que David m'a offertes. Je prends mon sac d'ordinateur. Ma mère apparaît. Tu prends vraiment ce sac? Habitude de travail. Elle soupire. Tu es toujours froide, Colette. Je ne réponds pas. La voiture est silencieuse. Mon père conduit. Ma mère parle de bijoux. Ma sœur joue avec son téléphone. Et moi, je regarde la route. Le restaurant The Lanterne. Le plus chic de la ville. Et déjà, ma sœur parle. J'ai eu la promotion. Elle sourit. Senior Director. Très bientôt SVP. Ma mère applaudit. Je ne dis rien. Mon téléphone vibre. Message de David. Annonce publique. C'est lancé. Je ne réponds pas. Dans le restaurant, la table est longue. Tout le monde est là. Famille. Voisins. Pasteur Tim. Et puis grand-mère arrive. Elle est en fauteuil. Et tout le monde se lève. Et à partir de cet instant, tout commence vraiment à basculer. Le restaurant The Lanterne est le plus élégant de la petite ville. Trop élégant pour un endroit où tout le monde se connaît depuis l'enfance. Boiserie sombre. Lumière chaude. Nappe blanche parfaitement repassée. On nous installe au fond, dans un espace privé. Une longue table. Trop longue pour être intime. Ma grand-mère arrive en fauteuil roulant quelques minutes plus tard, poussée par une infirmière de Saint-Agnès. Et immédiatement, la table s'anime comme si rien d'important n'était en train de se jouer. Les conversations reprennent. Les verres s'entrechoquent. Mon père se lève. Il tape légèrement son verre avec un couteau. Merci à tous d'être venus aussi vite. Silence relatif. Il sourit. Ce soir, on célèbre Brianna. Applaudissements. Ma sœur lève légèrement le menton, satisfaite. Une nouvelle directrice senior chez Harlow & Drive Architects. Encore des applaudissements. Mon père continue. Certaines familles traversent des épreuves, mais ce soir, on célèbre ceux qui restent. Son regard glisse sur moi. Très brièvement. Mais assez pour que je comprenne. Ceux qui ont construit leur vie ici. Traduction silencieuse, pas moi. Il lève son verre. À Brianna. À Brianna. La table répète. Je lève à peine mon verre d'eau. Une gorgée.
Je repose. Ma grand-mère, elle, glisse sa main sous la table et trouve la mienne. Les entrées arrivent. Crab cake. Salade. Plateau de fromage. Le bruit des couverts reprend. Puis le pasteur Tim se penche vers moi. Colette, ça fait longtemps. Que fais-tu à Chicago maintenant? Toutes les têtes se tournent vers moi. Silence progressif. Je pose ma fourchette. Je travaille en architecture. Avant même que j'aie terminé la phrase. Ma sœur éclate de rire. Oh mon Dieu, pasteur, elle n'est pas architecte. Elle fait de l'administratif. Elle répond au téléphone. Un rire collectif suit. Je ne corrige pas. Je mange. Calmement. Ma tante fronce les sourcils. Colette, c'est vrai? Ma sœur reprend immédiatement. Elle est très douée pour les rôles de support. Chacun son niveau. Ma mère acquiesce. Elle est toujours plus à l'aise en arrière-plan. Mon père boit. Personne ne me regarde vraiment. Sauf un homme, à la table d'à côté. Je le remarque sans le fixer. Il observe. Puis détourne le regard. Ma grand-mère, elle, n'a pas bougé. Elle me regarde. Elle comprend. Ma sœur continue. Elle parle de sa promotion, de son cabinet, de ses projets. On fusionne avec une firme de Chicago. Petite structure, mais avec du prestige créatif. Elle rit. Franchement, ils ont de la chance de nous avoir. Rire autour de la table. Je pose ma main sur le dossier de ma chaise. Je respire lentement. Mon téléphone vibre une fois. Je ne regarde pas. Et puis, le moment bascule. L'homme de la table d'à côté s'est levé. Silence presque imperceptible. Il ajuste sa veste. Il marche vers nous. Il s'arrête derrière la chaise de ma sœur. Excusez-moi. Tout le monde se tourne. Il regarde Brianna. Je pense qu'il y a une confusion. Ma sœur fronce les sourcils. Pardon? Il sort son téléphone. Un document apparaît. Logo de Harlow & Rive. Puis il ajoute calmement. Je suis Daniel Rive. Silence total. Je vois mon père se raidir. Ma sœur, elle, ne comprend pas encore. Le partenaire fondateur de votre petite firme de Chicago. Un battement. Puis un autre. Je n'interviens pas. Je le laisse parler. Daniel me regarde une fraction de seconde. Je hoche légèrement la tête. Il comprend. Puis il se tourne vers la table. Le cabinet avec lequel votre entreprise fusionne est dirigé par cette femme. Il désigne légèrement ma direction. Je ne bouge pas. Ma sœur rit nerveusement. Attendez, quoi? Daniel continue, posé. Colette Sinclair est la future managing principale du groupe fusionné. Silence. Un vrai. Lourd. Ma fourchette s'arrête dans la main de ma mère. Mon père ne cligne plus des yeux. Ma sœur reste figée. Non, c'est impossible. Je prends une gorgée d'eau. Puis je dépose doucement mon verre. C'est public depuis ce matin. Je sors le dossier. Je le pose sur la table. Calme. Mesuré. Professionnel. Je n'élève pas la voix. Fusion effective immédiatement. Je tourne légèrement le papier vers eux. Mon nom est là. En haut. Clair. Net. Indiscutable. Le silence devient absolu. Même les couverts ne bougent plus. Ma sœur fixe la feuille. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Tu travailles là-bas? Je la regarde. J'y dirige la fusion. Un bruit sec. Mon père lâche son verre. Ma mère porte la main à sa bouche. Quelqu'un recule sa chaise. Et là. Quelque chose change dans la pièce. Pas seulement dans notre table. Dans toute la salle. Les gens comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ma sœur secoue la tête. Non, non, c'est une blague. Elle attrape le papier. Le lit. Ses yeux bougent vite. Plus elle lit, plus elle pâlit. Colette, tu ne peux pas être. Daniel Rive intervient calmement. C'est exact. Silence.
Mon père se lève brutalement. La chaise tombe légèrement derrière lui. Tu as planifié ça. Sa voix tremble de colère. Tu es venu ici pour humilier ta sœur. Je le regarde. Non. Pause. Je suis venu voir ma grand-mère. Je désigne le dossier. Vous avez demandé. Ma mère murmure. Pourquoi tu n'as rien dit? Je la regarde. Vous ne m'avez jamais demandé. Le silence s'installe encore. Plus profond. Plus lourd. Ma sœur se lève brusquement. Son visage est rouge. Tu as fait ça pour me détruire. Je reste assise. Non. Je la regarde. Tu t'es détruite toute seule en parlant sans savoir. Elle tremble. Son regard cherche du soutien. Mais personne ne parle. Et dans ce silence, ma grand-mère serre doucement ma main sous la table. Le silence dans le restaurant n'est plus seulement un silence. C'est une pression. Comme si tout l'air de la pièce s'était épaissi d'un coup. Ma sœur recule d'un pas. Son regard passe du document à mon visage, puis revient au document, comme si les deux ne pouvaient pas coexister dans la même réalité. Non, non, c'est faux. Sa voix tremble, mais elle s'accroche à ça. Mon père se redresse. Tu as fabriqué ça pour la rabaisser. Il parle fort maintenant. Trop fort. Les tables voisines commencent à écouter sans même essayer de cacher leur attention. Je ne bouge pas. Je garde ma voix stable. Papa, ce document est public. Je désigne calmement le dossier. Il est sur tous les canaux internes depuis ce matin. Ma mère secoue la tête, perdue. Pourquoi tu n'as rien dit? Je la regarde. Longuement. Parce que vous ne m'avez jamais laissé finir une phrase. Silence. Un vrai cette fois. Ma sœur attrape son sac à main. Ses mains tremblent légèrement. Tu crois que tu peux débarquer après 7 ans et... Elle s'interrompt. Sa voix se brise. Tu crois que tu peux juste tout prendre? Je la regarde. Pas avec colère. Pas avec triomphe. Avec une forme de calme épuisé. Je n'ai rien pris, Brianna. Pause. J'ai construit. À la table d'à côté, Daniel Rive reste debout. Il observe la scène sans intervenir. Mais sa présence change tout. Même mon père le remarque enfin. Et vous êtes qui exactement? Daniel incline légèrement la tête. Daniel Rive. Associé fondateur de Harlow & Rive. Un silence immédiat. Mon père cligne des yeux. Le cabinet de ma fille. Daniel le coupe doucement. Le cabinet de votre fille va être dirigé par Colette Sinclair après la fusion. Il se tourne légèrement vers moi. C'est déjà acté. Ma sœur fait un bruit sec. Un rire nerveux. C'est ridicule. Elle regarde autour d'elle, cherchant du soutien. Personne ne répond. Même ses alliés habituels se taisent. Mon père tape la table. Tu crois que tu peux arriver ici et nous humilier comme ça? Je n'ose pas le ton. Je ne suis pas venu pour ça. Je marque une pause. Mais vous avez insisté pour que je parle de mon travail. Silence. Ma mère s'effondre un peu sur sa chaise. On ne savait pas. Je la regarde. Vous ne vouliez pas savoir. Ma sœur se tourne vers moi, les yeux brillants de colère et de panique. Tu savais pour la fusion et tu ne m'as rien dit? Je réponds simplement. Tu ne m'as jamais demandé. Un serveur passe derrière nous, hésite, puis s'éloigne rapidement. Même le personnel sent que la table est devenue instable. Ma grand-mère, elle, reste immobile. Mais sa main serre la mienne un peu plus fort. Comme un ancrage. Ma sœur se rassoit brusquement. Elle respire vite. Tu as tout fait pour me faire passer pour une idiote. Je la regarde. Et pour la première fois, ma voix devient un peu plus froide. Non. Tu as fait ça toute seule. Silence. Mon père se détourne légèrement, comme s'il cherchait à reprendre le contrôle de la pièce. Mais il n'y arrive plus. Ce n'est plus sa table. À la table d'à côté, Daniel Rive récupère sa veste. Avant de partir, il me regarde une dernière fois. On se voit lundi pour l'intégration. Je hoche la tête. Lundi.
Il part. Et avec lui, quelque chose d'irréversible reste dans la pièce. Ma sœur, elle, ne bouge plus. Elle fixe son verre comme s'il allait lui répondre. Ma mère pleure silencieusement. Mon père respire fort, mais ne parle plus. Et moi? Je reste assise. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus rien à prouver. Le restaurant est devenu étrangement calme. Plus personne ne mange vraiment. Les assiettes restent pleines, les verres à moitié vides. Même les conversations des autres tables ont baissé d'un ton, comme si tout le monde comprenait qu'un moment irréversible venait de se produire. Ma sœur reste figée. Elle fixe toujours le dossier posé sur la table, comme s'il pouvait disparaître si elle arrêtait de le regarder. « Tu as planifié ça » murmure-t-elle. Sa voix est cassée maintenant. Je la regarde. Et je réponds simplement. Non. Je marque une pause. Vous avez juste refusé de voir qui j'étais devenu. Mon père se lève lentement. Cette fois, sans colère explosive. Plutôt, vidé. Tu as détruit cette soirée. Je le regarde calmement. Non, papa. Cette soirée était déjà construite sur un mensonge. Silence. Ma mère sanglote, la tête dans ses mains. Elle répète. On ne savait pas, on ne savait pas. Je tourne légèrement la tête vers elle. Vous n'avez jamais essayé de savoir. Ma sœur pousse sa chaise en arrière. Le bruit est sec. Elle tremble. Tu voulais quoi exactement? Nous humilier? Te venger? Je la regarde longtemps. Puis je réponds, très doucement. Je voulais juste être vu. Silence. Cette phrase-là casse quelque chose dans la pièce. Ma grand-mère serre ma main encore plus fort. Elle parle pour la première fois depuis longtemps, d'une voix faible mais claire. Assez. Tout le monde se tourne vers elle. Même mon père se fige. Vous avez tous parlé pendant des années. Elle inspire doucement. Maintenant, c'est son tour de vivre. Silence total. Ma sœur détourne le regard. Ses yeux sont humides. Mais elle ne pleure pas encore. Tu as tout, réussi sans nous, hein? Sa voix est plus basse maintenant. Je hoche la tête. Oui. Simplement. Sans orgueil. Sans agressivité. Juste un fait. Mon père s'assoit lentement. Comme si ses jambes ne le portaient plus vraiment. Ma mère ne relève même plus la tête. Ma sœur regarde autour d'elle. Personne ne la soutient vraiment. Pas comme avant. Pas comme elle s'y attendait. Elle respire profondément. Puis elle dit, presque dans un souffle. Je pensais que tu étais jalouse de moi. Je la regarde. Et pour la première fois depuis longtemps, ma voix est presque douce. Je ne t'ai jamais envié, Brianna. Pause. Je voulais juste que tu me respectes. Silence. Elle baisse les yeux. Et cette fois, elle ne répond pas. Le dîner se termine sans vraie fin. Les gens partent un par un. Sans discours. Sans clôture. Juste des départs silencieux, gênés, lourds. Je reste un moment avec ma grand-mère. Ma main dans la sienne. Elle me regarde. Et elle sourit faiblement. Tu as fait ce que tu devais faire, ma chérie. Je hoche la tête. Je crois que oui. Plus tard, dehors, l'air est froid. Je raccompagne ma grand-mère à Saint-Agnès. Les couloirs sentent toujours le citron et les fleurs fanées. Elle s'endort avant que je ne termine de la couvrir. Je reste debout quelques secondes. Je la regarde respirer. Puis je sors. Le parking est presque vide. Les lumières jaunes dessinent des rectangles sur le sol mouillé. Je m'assois dans la voiture. Je ne démarre pas tout de suite. Mon téléphone vibre. Un message de Brianna. Tu as détruit ma carrière. Je le regarde longtemps. Puis je réponds. Non. Tu l'as construite seule. Je supprime la conversation. Un autre message arrive. Ma mère. Je ne lis pas. Je laisse tomber. Je démarre enfin la voiture. Et je reste immobile encore quelques secondes. Je ne ressens pas de victoire. Pas de satisfaction. Pas de colère. Juste une chose très simple. Du calme.
Cette nuit-là, je dors à l'hôtel. Et pour la première fois depuis des années. Je dors profondément. Le lendemain matin, je retourne à Chicago. David m'attend au bureau. Il me regarde entrer. Ça s'est bien passé? Je pose mon sac. Je réfléchis une seconde. Puis je réponds. Oui. Il hoche la tête. Et il ne pose aucune autre question. Une semaine plus tard, je reçois un appel. C'est ma grand-mère. La maison sur Linden Street est officiellement à ton nom, ma chérie. Je ferme les yeux. Merci, grand-mère. Elle rit doucement. Tu sais, j'ai toujours su que tu n'étais pas faite pour rester petite dans un monde qui te voulait silencieuse. Je souris. Moi aussi, maintenant. Le bureau continue de tourner. La fusion devient officielle. Les réunions s'enchaînent. Mon nom apparaît dans les documents, les signatures, les décisions. Et personne ne remet plus en question qui je suis. Un soir, en regardant les plans de la bibliothèque d'Eveston, David passe derrière moi. Tu regrettes? Je réfléchis. Puis je réponds honnêtement. Non. Pause. Mais j'ai compris quelque chose. Quoi? Je regarde les plans. Les lignes. Les structures. Les fondations. Certaines familles ne voient pas qui tu es. Elles voient seulement la version de toi qu'elles peuvent contrôler. Il acquiesce lentement. Et toi? Je souris légèrement. Moi, j'ai arrêté d'être contrôlable. Dernière image. La maison de Linden Street. Ma grand-mère sur la véranda. Le vent d'automne. Une tasse de thé. Et moi, assise à côté d'elle. Silencieuse. Pas parce que nous n'avons rien à dire. Mais parce que nous n'avons plus besoin de nous expliquer. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois les chapitres les plus difficiles mènent aux plus belles fins. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires.